Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir et merci à Lyon Data Science aussi de me donner l'opportunité de vous parler de la data au service des enjeux sociaux et environnementaux. Donc je vais commencer par une petite présentation de moi et puis du cabinet et ensuite je vous présenterai en fait les use cases sur lesquels on est intervenu justement sur des sujets à impact et on fera un petit focus sur un projet qu'on a réalisé pour les Restos du Cœur qui était la création d'un chatbot. Je suis Charlène Dupont, je suis Data Scientist Manager pour Avisia depuis maintenant bientôt 2 ans. J'ai toujours été, on va dire, sensible aux enjeux durables, environnementaux et sociaux. Et c'est quelque chose que j'applique aussi dans mon quotidien personnellement. Je me suis formée du coup pour être animatrice fresque du climat et de l'atelier d'automne, qui sont des ateliers sur le climat. Et en fait, j'ai voulu aussi pousser ces enjeux-là dans mon entreprise et au sein de celle-ci. Ce qui m'a permis, avec le soutien de ma direction, d'avoir un peu une double casquette puisque maintenant je m'occupe aussi de la RSE chez Avisia. Donc voilà, on a structuré un peu notre démarche RSE, on a mis en place des actions et tout ça, je vous en reparlerai un peu plus en détail, ce qui me permet d'avoir une double casquette et d'être aussi squad leader d'Avisia Impact dont je vous reparlerai aussi. Donc, pour vous faire un petit topo sur Avisia rapidement, donc on a un cabinet dit data-centrique, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les sujets data, que ce soit de la collecte de données, traitement de la donnée, modélisation avec de l'intelligence artificielle, etc., jusqu'à la création de reporting. Donc, depuis 2007, on accompagne des entreprises vraiment de secteurs hyper variés. Qui ont besoin de conseils, d'accompagnement sur la réalisation de projets data pour la prise de décision. On est un cabinet qui se veut à taille humaine aussi. On a 250 consultants qui sont répartis en 5 agences, dont une agence à Lyon. Le siège social est à Paris. On a aussi des agences à Nantes, Bordeaux et Lille. Donc voilà, on est expert vraiment sur toute la chaîne de valeur de la data, donc sur les métiers de data analyst, data scientist, on traite aussi de tout ce qui est architecture data, du digital, et du coup nos use cases, nos expériences clients sont vraiment variées. Ça peut aller de l'analyse de churn jusqu'à de la prédiction des ventes, de stock, de la web analytics. Et en fait, on a remarqué aussi depuis dernières années justement que les entreprises avec lesquelles on travaille sont souvent de plus en plus face à des enjeux de durabilité. Et c'est pour ça que par cette opportunité, on peut proposer et aller vers des missions à impact pour nos consultants. Et en fait, c'est un peu aussi comme ça qu'est née la RSE chez Avisia. Et du coup, quand on parle de data à impact, on parle de quoi? Quand on parle de développement durable, je pense que vous savez tous qu'on fait face à un réchauffement climatique qui est sans précédent, que ce soit de par son ampleur, mais aussi de par son origine qui est 100% humaine. Ça a été scientifiquement prouvé. Et nous, les Français, on y contribue pour une part quand même importante du fait qu'on fait partie de la population mondiale la plus riche et par conséquent les plus pollueurs aussi. Et donc, les États, les institutions ont commencé à mettre des politiques en place, des choses pour essayer d'aller dans le bon sens. Et justement, les membres de l'ONU ont défini 17 objectifs de développement durable à horizon 2030. Et on peut remarquer plutôt que parmi ces objectifs de développement durable, en fait, il n'y a pas que des sujets qui traitent de l'environnement, mais il y a aussi des sujets qui vont traiter autour de la santé, de l'éducation, de l'égalité des sexes. Et c'est des sujets plutôt sociaux qui rappellent aussi le GIEC, puisque le GIEC a bien évidemment rappelé qu'il n'y aura pas de transition environnementale sans transition sociale. C'est pour ça que ces sujets sont liés et que ces 17 objectifs de développement durable sont présentés. Et donc, il y a les États, les institutions qui essayent de mettre des choses en place, mais il y a aussi les actions individuelles où on remarque aussi
dans notre cabinet et dans les gens à qui on parle, les consultants qui arrivent, notamment la jeune génération, que ces sujets-là sont très présents en fait dans leur quotidien et qu'ils veulent essayer aussi de mettre ça dans leur quotidien professionnel et d'essayer en fait de faire bouger les choses voilà, dans leur monde du travail avec leurs compétences data aussi. Et donc, c'est avec ça qu'est né justement le côté RSE et la démarche RSE à Avizia en 2019 par un petit groupe de consultants voilà, qui voulaient faire bouger les choses, essayer de mettre des actions en place. Et donc, on a pu créer vraiment notre démarche RSE avec un premier bilan carbone, différents voilà, ateliers fresques du climat d'automne qu'on a pu mettre en place, la décarbonation des repas, plusieurs actions qui nous ont permis en 2022 d'avoir la récompense Gold EcoVadis qui nous place parmi le top 7% des entreprises au niveau de la RSE. Et on a voulu aussi pousser ça en externe, c'est-à-dire qu'on a fait les actions de notre côté un peu en interne, mais on voulait aussi pousser ça chez nos clients, essayer d'aller vers des missions, des sujets qui ont plus d'impact dans notre quotidien. Et donc, on a monté notre initiative Avizia Impact, avec toujours une petite quad de consultants hyper motivés sur ces sujets-là. Et donc, de là est né le label Impact qui caractérise les missions qui ont un impact positif sur ces sujets-là. Donc voilà un peu pour la présentation rapide d'Avizia. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous parler de quelques exemples de réalisations qu'on a pu justement mener chez nos clients. Donc, comme je le disais juste avant, la data au service de la transformation durable, c'est hyper large parce qu'il y a le côté social, mais il y a aussi le côté environnemental et il y a vraiment plein de domaines qui sont possibles. Donc, voilà, ça peut aller de maîtriser son empreinte carbone à aider des associations à grandir. Voilà, et je vais vous présenter plus en détail les cas d'usage. Donc, œuvrer pour une transformation plus durable, ça peut tout simplement commencer par la maîtrise de son empreinte carbone, donc le calcul tout simplement de son bilan carbone, puisqu'avant de le réduire, il faut déjà être capable de le calculer. À savoir que les entreprises maintenant de plus de 500 salariés ont l'obligation de faire un bilan carbone au minimum tous les 4 ans. Donc, il y a certains clients qui ont fait leur premier bilan carbone un peu sous cette contrainte-là réglementaire et qui s'y sont mis avec ça. Et on a eu l'occasion justement d'accompagner un de nos clients sur ce projet de calcul et de bilan carbone. Et là où la data justement, elle va intervenir sur ces sujets, ça va être au niveau, dans un premier temps, de la méthodologie de calcul du bilan carbone, parce que selon les secteurs d'activité, selon l'entreprise, la taille, etc., la méthodologie ne va pas forcément être exactement la même. Et puis, aussi et surtout, ce qui va être notre cœur, on va dire, de métier sur ces sujets-là, ça va être la collecte et l'agrégation en fait, de toutes ces données-là qui sont nécessaires au calcul d'un bilan carbone. Pour le calcul d'un bilan carbone, en fait, ça va prendre en compte vraiment toute l'analyse du cycle de vie du produit. Par exemple, voilà, pour une entreprise qui fait des voitures, je prends un exemple lambda, ça va être vraiment les matières premières, la fabrication de la voiture, toute sa durée de vie, l'utilisation par l'utilisateur qui va être compris dans l'empreinte carbone de la voiture et la fin de vie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour calculer le bilan carbone d'une entreprise quelconque, on prend en compte vraiment toute l'analyse du cycle de vie produit. Et donc, on a besoin de plein d'informations qui sont les matières premières, les données de livraison, ça va être aussi les données d'énergie nécessaires à la production, mais aussi qui alimentent les locaux, les déplacements des collaborateurs et les déplacements des clients en magasin. Et toutes ces données-là, finalement, ce n'est pas forcément des données qui sont déjà intégrées dans les systèmes d'information parce que ce n'est pas des données qu'on a l'habitude de traiter. Voilà, on a plutôt l'habitude de traiter des données clients, des données de transactions, des données magasins, mais pas forcément ces données de type-là. Donc là, le but de la data, ça va être justement de créer des flux automatisés pour récupérer vraiment la donnée un peu partout, dans tous les services de l'entreprise, là où elle peut se trouver, et d'automatiser un flux pour aller jusqu'à la création de KPI, de suivi d'indicateurs et à la création d'un dashboard automatisé. Comme ça, on a vraiment tout le flux qui est fait. Donc ça, on a eu l'occasion
le faire pour un de nos clients et de l'accompagner sur ce sujet-là. Une autre forme d'aller vers une transition plus durable, ça va être aussi de développer des nouveaux modèles de consommation. Donc, je pense que vous avez pu tous remarquer dans votre quotidien qu'on voit apparaître de nouvelles offres, des offres de seconde main qui se développent, de location aussi, que ce soit de vêtements ou d'autres choses. On a des nouvelles formes de conditionnement aussi qui apparaissent, de l'upcycling. Enfin, voilà, c'est différentes manières de consommer qui commencent à arriver. Et forcément, voilà, les entreprises sont aussi adeptes puisque les consommateurs sont demandeurs aussi de plus en plus de ces choses-là. Et donc, un exemple sur lequel on a pu intervenir, c'était avec Kiabi, où en fait, ils avaient pour objectif de tester une offre de seconde main, que ce soit dans quelques magasins test et aussi en digital. Donc là, le but, c'était de voir, en fait, est-ce que l'offre de seconde main et de location qu'ils ont voulu mener, elle allait, entre guillemets, performer. C'était un peu évalué pour voir si ils allaient la lancer à plus grande échelle. Et donc, on a pu du coup créer un outil de rapport automatique pour tout simplement piloter la performance de ces nouvelles offres. Donc, ça a été passer par le cadrage du besoin et puis voir en fait du coup si l'offre elle a bien performé au niveau des ventes, du chiffre d'affaires. Et on est allé plus loin aussi en analysant justement les profils des acheteurs de ces offres-là. Est-ce que c'est des clients qu'on a déjà en fait dans notre portefeuille client et qui vont tout simplement basculer vers de la seconde main, auquel cas il y a une cannibalisation aussi de l'offre, c'est-à-dire qu'ils vont acheter la seconde main plutôt que l'offre classique qu'ils avaient l'habitude d'acheter, auquel cas on a un report du client. Ou alors ils vont continuer d'acheter l'offre classique et puis ils vont découvrir l'offre seconde main et finalement ça va augmenter finalement le chiffre d'affaires, ou auquel cas, c'est des nouveaux clients qu'on va capter justement par cet attrait de nouvelles offres. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place aussi avec des dashboards. Et on a accompagné une autre marque de textile aussi qui s'appelle Fago. Donc Fago, c'est une entreprise française à mission qui est certifiée B Corp. Et leur slogan, c'est « Fago existe pour engager notre génération contre le dérèglement climatique ». Donc ils ont vraiment une prise d'opposition assez forte sur le sujet pour le coup. Et ils se disent aussi entreprise de fair fashion en comparaison à la fast fashion. Et là, en fait, on a pu les accompagner tout simplement dans leurs mesures de performance assez classiques sur définir des KPI qui vont suivre, les intéresser pour suivre leurs offres, monitorer la performance. Et on les a aussi accompagnés sur de la valeur client, la définition de la valeur client. Donc ça peut être accompagner des acteurs qui essayent d'aller dans le bon sens et puis accompagner des acteurs qui sont un peu déjà dans le bon sens, mais tout simplement les aider à se développer par la data. On a eu aussi l'occasion de travailler avec une entreprise qui fait des cosmétiques sur du coup les matières premières certifiées bio-abondantes ou issues de procédés circulaires dans leurs produits. Donc là, en fait, le but, c'est de produire d'une façon plus responsable par la qualité de ce qu'on propose dans le produit. C'est-à-dire qu'on part du produit, on va regarder en fait les ingrédients qu'il compose et on va analyser en fait le taux de matières premières rares, le taux de matières premières abondantes, de matières recyclées, etc. pour ensuite calculer une sorte d'indicateur de rareté des matières premières sur le produit et voir à quel point notre produit il est durable dans le temps aussi parce que quand ces matières premières-là seront plus forcément disponibles, du coup notre produit il est à risque et puis après plus on utilise aussi de matières bio, mieux c'est aussi pour la santé, etc. Donc là c'était vraiment de calculer en fait un indicateur sur chaque produit pour, a posteriori, justement essayer de trouver des alternatives aux matières premières qui sont plutôt rares ou qui sont pas forcément parfaites pour la santé. Et du coup, on a pu mettre ça en place avec un monitoring des ingrédients, de leurs caractéristiques durables, éthiques et responsables. Et donc là, l'enjeu data, ça a été aussi de travailler justement sur des données externes, etc. Parce que c'est encore une fois des données qu'on n'a pas forcément directement en base de données, qu'on va aller chercher, qu'on va travailler pour calculer ces indicateurs-là.
Et encore avec du coup 2 acteurs textiles, donc un dans le luxe et l'autre qui est aussi qui habille. On a travaillé là plutôt sur la partie quantité, c'est-à-dire produire de façon plus durable par la quantité, donc adapter en fait sa production à la demande. Pour l'acteur du luxe, ça a été prédire les ventes classiques d'un produit en fait, pour essayer d'anticiper la production de façon à tout simplement optimiser pour pas surproduire et quand même avoir du stock par rapport à la demande qui est faite. Et puis pour Kiabi, c'était l'analyse des premières semaines de vente d'un produit quand on lance un produit, pour savoir si le produit ça va être un best-seller ou au contraire ça va pas trop marcher ou pas autant qu'on l'espérait. Ça sert à rien de le produire en quantité démesurée pour ensuite que le stock nous reste entre guillemets sur les bras. Et donc là c'était vraiment l'analyse des premières semaines de vente d'un produit pour dimensionner la production. Donc là c'est des algos de machine learning qui ont été utilisés dans les 2 cas pour prévoir ça. Et ce qui est intéressant dans ce use case-là, c'est qu'on allie le côté responsable avec le côté économique. Et en général, ces use cases-là sont plus faciles aussi à mettre en place. Du coup, il y a aussi la data qui peut intervenir pour l'intérêt général. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire avec les Restaurants du Cœur qui nous ont tout simplement missionnés, contactés, pour créer leur chatbot sur leur site de dons. Donc c'était vraiment cantonné au site de dons en ligne, pas au site général Les Restos du Cœur, vraiment à la page de dons en ligne. Et on a pu travailler avec eux sous une forme de mécénat de compétences. Donc là, c'était vraiment en fait mettre ces compétences data vraiment bénévolement au service d'une association. Et donc, on a un petit groupe de personnes, de consultants qui étaient hyper intéressés pour faire ça, parce que voilà, ça a un sens aussi d'aider ces assos-là et d'aller dans ce sens-là. Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Donc, pour vous expliquer un peu la démarche de la création de ce chatbot, tout d'abord, le but, c'était quoi? C'était d'aller aider les donateurs dans leur démarche et apporter en fait le maximum de réponses aux questions qui pouvaient se poser, et tout en maximisant la transformation de cette démarche en dons, puisque le but à la fin, c'est d'augmenter les dons et d'aller au maximum. On a procédé en 4 étapes. La première, ça a été de designer déjà le chatbot avec les équipes métiers. Donc là, on a mené des ateliers de co-construction, d'échanges avec le métier pour vraiment comprendre le besoin, ce qu'ils voulaient comme chatbot, etc. Et puis après, on a eu la phase du coup de développement et de déploiement du chatbot avec les choix du fonctionnement, des outils, et puis la partie déploiement sur laquelle je reviendrai après. Et enfin, on a procédé aussi à l'extraction, au stockage des conversations en temps réel pour pouvoir, a posteriori, analyser la performance du chatbot pour voir s'il a eu un impact. Et pour finalité, créer un reporting avec les suivis de conversation, la définition et le suivi des indicateurs clés de performance. Est-ce que mon chatbot est utilisé, combien de personnes par jour, etc. qui s'en servent. Et donc, pour la partie cadrage et design du chatbot, la question qu'il faut se poser, c'est déjà, un chatbot, on veut qu'il génère de la valeur. Donc, on va du coup se poser les bonnes questions et définir les objectifs. Donc, la question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi je veux mettre un chatbot en place. Est-ce que c'est pour faire comme les concurrents, parce que c'est fun, tendance, c'est un peu la mode d'avoir un chatbot sur son site web, etc. S'il n'y a pas d'objectif concret derrière au chatbot, ça ne va pas forcément être le plus pertinent à mettre en place. Par contre, si c'est donner des informations plus rapidement qu'une recherche web, qu'une recherche sur le site web pour l'utilisateur, ça va tout simplement améliorer son expérience. Il va y passer moins de temps, il va vivre une meilleure expérience et potentiellement il aura plus envie de revenir aussi. Donc là, c'est plutôt une bonne façon de faire.
Et ce qui va être aussi intéressant, donc là c'était la partie plus expérience client, donc là côté client, mais aussi côté association, ça va être de réduire tout simplement les contacts au service client, c'est-à-dire leur enlever tout simplement de la charge de travail, parce que pour la plupart des questions, etc., finalement les réponses se trouvent sur le site, mais les gens ne les trouvent pas forcément, etc. Et donc finalement le chatbot là va pouvoir répondre à ces enjeux-là et du coup réduire la charge du service client et avec une dispo qui va être 7 jours sur 7, 24/24, auquel cas un service client ne peut pas être dispo a priori, et surtout pour une asso 24/24, 7 jours sur 7. Donc voilà, les objectifs des Restos du Cœur, c'était répondre vraiment instantanément aux questions les plus fréquentes des donateurs et de les accompagner dans leur démarche. Ensuite, on a dû déterminer les intentions. Donc, les intentions, c'est à quelles questions mon chatbot peut et doit répondre, parce qu'on n'a pas forcément envie déjà qu'il réponde forcément à toutes les questions, et on peut orienter les sujets auxquels il peut répondre et auxquels, là, on a vraiment besoin d'un service client et on va devoir le rediriger vers l'utilisateur, vers le service client. Mais c'est important de définir un peu les use cases qu'il doit pouvoir traiter. Donc les scénarios conversationnels, voilà, ça va être ça, qu'est-ce que mon client, mon utilisateur peut lui demander, qu'est-ce qu'il va rechercher, comment il va le rechercher pour essayer de mettre un peu les scripts en place, les scénarios en place. Et donc, les types de scénarios sur les Restos du Cœur, ça a été d'expliquer un peu les types de dons, les différents moyens de paiement, les informations des donateurs, s'ils ne savent plus où les trouver, etc., leur expliquer comment les rediriger vers leurs espaces, et puis tout ce qui va être réduction d'impôts, puisque c'est des questions qui sont aussi beaucoup posées. Donc ça a été un peu les intentions qui ont été mises dans ce chatbot. Et enfin, on a une partie aussi design et flow, donc à quoi va ressembler mon bot et comment l'utilisateur va interagir avec. Est-ce que ça va être de la conversation? Est-ce que ça va être du clic-bouton, plutôt arbre de décision? Donc ça, j'en reviendrai juste un peu après. Et ça va être aussi tout ce qui va être finalement fontaine, comment il va interagir avec. Est-ce qu'on va donner une sorte de personnalité au chatbot? Est-ce que ça va être plus automatisé avec des images, des couleurs définir? On peut aussi penser à avoir un ton au bot. Est-ce qu'il est plutôt neutre? Est-ce qu'il est plutôt drôle, etc. Et c'est des choses auxquelles aussi il faut réfléchir. Et donc là, pour la partie un peu application front-end, on va dire, dans le site web, on est passé par un outil qui s'appelle Communicate, qui a géré toute cette partie application. Et qu'on peut paramétrer pour choisir la couleur, les images, etc., comment il interagit avec l'utilisateur. Et enfin, du coup, les choix techniques. Donc là, on se posait la question de quel type de bot on va mettre en place. Sachant que ce chatbot-là, on l'a fait il y a quelques années, il date de 2020, donc à l'époque, ce n'était pas aussi développé que maintenant on peut connaître avec ChatGPT, par exemple. Donc il y avait deux types de bots. Il y avait les types de bots scriptés. Donc là, c'est les types de bots qui sont à règle et qu'on retrouve très fréquemment dans des applications comme Messenger, etc., où c'est du clic-bouton, on choisit un peu quelle action on veut faire. Donc ces bots-là, c'est simple à implémenter. Il y a peu de moyens qui sont nécessaires, puisqu'il y a du coup moins d'implémentation. Et on a la maîtrise des réponses, puisque ce sont des choses qui sont paramétrées, en fait. Et on sait d'avance ce que le bot va répondre, donc on n'a pas de surprise entre guillemets sur la réponse. Par contre, les inconvénients, c'est que du coup, on fait face à des réponses qui sont automatisées. Il n'y a pas d'intelligence, il y a moins de personnalisation qu'avec des bots du coup plutôt conversationnels qui là ont de l'intelligence en eux, sont capables de comprendre l'intention de l'utilisateur à partir de ce qui rentre comme question ou comme phrase. La langue et même les sentiments, ça va jusqu'à il y a des bots qui vont jusqu'à l'analyse de sentiments quand ils traitent de différents cas d'usage. Ces bots-là, par contre, ils vont être plus complexes à implémenter et il va y avoir plus de données nécessaires, parce qu'on va passer par vraiment un apprentissage beaucoup plus lourd sur la chose. Et pour le choix d'outils, donc
on a choisi d'utiliser Dialogflow, qui est un module complémentaire à Google Cloud. Communicate, c'est l'outil dont je vous parlais juste avant pour la partie un peu plus interaction utilisateur, front-end avec le site internet, forcément du HTML. Et puis après, on a du coup Google BigQuery et Data Studio qui ont servi à l'extraction des conversations, à l'analyse et au reporting. Et donc, pour les Restos du Cœur, on est parti du coup sur un type de bot qui était scripté. Tout simplement parce que c'était leur premier déjà projet data, donc on n'avait pas besoin d'un truc hyper élaboré pour les premiers besoins et pour les premiers use cases. C'était vraiment un peu voilà, un essai entre guillemets, ou pas un essai, mais en tout cas une première version, et on voulait déjà voir si ça allait marcher, voir si ça leur apportait une valeur ajoutée avant de se lancer dans un truc potentiellement beaucoup plus complexe. Et puis c'était simple à implémenter, voilà, c'était plus rapide et puis ça correspondait parfaitement aux besoins, donc on est parti sur cette option-là. Du coup, comment on l'a intégré au site web? Donc, le message du bot passe par Dialogflow, il est ensuite retranscrit dans un JSON et puis il est envoyé du coup à l'outil Communicate, qui fait du coup la traduction, on va dire, en HTML et avec le front. Et avec Communicate, il y a aussi la possibilité de rediriger l'utilisateur vers un agent live. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on avait mis en place, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible avec cet outil-là. C'est-à-dire que quand le bot ne peut plus répondre au use case, du coup, il peut être mis en relation avec un agent live. Du coup, on intègre à la page web, l'utilisateur renvoie un message et c'est réintégré à Dialogflow. Et Dialogflow permet aussi d'intégrer le chatbot dans d'autres applications comme Messenger, Slack, etc. Là, ce n'était pas un prix parti parce que le prix parti des restos, c'était vraiment d'avoir le chatbot sur la page web. Donc c'est pour ça aussi qu'on est passé par Communicate qui permet de faire un peu l'intermédiaire, on va dire, entre les deux. Donc voilà à quoi ressemble le chatbot final. Donc c'est pas une démo live, mais j'ai fait des petits screens. Si ça vous intéresse, vous pourrez aussi aller sur la page de don des Restos du Cœur. Je précise la page de don parce que c'est vraiment sur la page de don qu'il y a le chatbot. Si vous tapez juste sur le site des Restos du Cœur, vous le trouverez pas. Et donc la petite bulle en bas à droite, bonjour, puis-je vous aider, qui lance du coup la conversation si on en a besoin. Ensuite, on a une première fenêtre plutôt qui apparaît avec un accueil qu'on ne voit pas sur le screen, mais en gros, bonjour, bienvenue, vous avez besoin d'aide. Là, c'est vraiment l'accueil de l'utilisateur et on va lui proposer de catégoriser son besoin. Donc là, on a par exemple l'aide sur la page de don s'il a besoin de connaître plus de détails sur les types de dons, le règlement, la saisie de ses coordonnées. Et puis, il peut aussi décider de cliquer sur la petite flèche de droite, d'aller vers plus son espace donateur, s'il a besoin de ces informations, etc. Et puis, il y a une troisième partie qui est sur la réduction d'impôts, sur toutes les questions relatives à cette partie-là. Donc là, par exemple, si l'utilisateur décide de cliquer sur les types de dons, tout simplement, le chatbot va répondre vraiment automatiquement du coup, la réponse qu'on a rentrée. Il va donner plus d'informations sur les types de dons qui sont possibles, le don ponctuel, le don régulier. C'est vraiment une info qui est plus synthétique. Et si l'utilisateur a encore besoin d'aller plus loin, il propose des solutions. Est-ce qu'il veut plus d'informations sur le don ponctuel, sur le don régulier, ou si la réponse l'a satisfait, dans ce cas-là, il peut soit revenir au menu, soit quitter. Donc là, soit on redirige vers plus de détails, soit l'utilisateur a sa réponse. Si on décide d'aller vers plus de détails, donc là, on a cliqué sur don ponctuel, tout simplement, il va vraiment aller là, plus dans le détail sur les paiements, etc. Et là, en fait, c'est là où on peut mesurer finalement la performance du chatbot, dans le sens où il va poser une question à l'utilisateur, est-ce que j'ai répondu oui ou non à votre question? Et là, en cliquant oui, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Et si on clique non, ça nous permet de voir que finalement, il y a soit un trou dans la raquette, soit c'est une question à laquelle on ne pouvait pas répondre de façon automatisée. Et dans ce cas-là, tout simplement, il va être redirigé vers le service client pour le coup, parce que là, on n'a pas d'autre solution. Au niveau du coup des chiffres et de la globalité du projet, nous c'était notre première mission en tant que mécénat de compétences
Avec les Restos du Cœur, c'était plutôt un succès puisqu'on a pu vraiment mettre en place, déployer, mettre en production le chatbot. En mars 2020, il a été mis en live juste avant du coup, le concert des Enfoirés début mars. On a pu enregistrer des premières conversations. Ça nous a permis aussi en interne de monter en compétence sur ces sujets-là à travers une association et c'était hyper intéressant aussi pour les consultants d'intervenir sur ce type de sujet. Donc c'était vraiment gagnant-gagnant. Donc on a extrait aussi du coup et stocké les conversations en temps réel sous GCP pour créer un reporting de suivi des conversations. Donc là on a un aperçu ci-dessous avec du coup 26 000 ouvertures de bots d'avril à décembre, avec à peu près 16 000 conversations qui ont eu lieu. Et donc ça fait un taux de conversation d'à peu près 60%. Et après, donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a pu continuer vraiment ce partenariat de mécénat avec le Resto du Cœur. Et là, ils nous ont du coup recontactés pour qu'on passe justement à un chatbot conversationnel avec beaucoup plus d'intelligence, qui est prévu pour fin 2023. Et sur l'ensemble du site des Restos du Cœur et pas seulement sur le site de dons. Donc là, ça va vraiment avoir un objectif beaucoup plus large. Et on va vraiment du coup pouvoir mettre beaucoup plus d'intelligence parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'outils, de techniques qui se sont développées depuis on va dire 2020. Donc il y a des nouvelles possibilités et du coup on va améliorer le chatbot qu'on a pu faire pour eux. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est pas fini pour eux puisqu'ils ont aussi d'autres projets data en vue, notamment sur de la personnalisation et du pilotage d'activités avec qui on est en train de travailler tout juste, là ça débute. Donc il y a le projet d'une newsletter personnalisée. Donc là le but ça va être de personnaliser en fait les emails qu'ils envoient à leurs donateurs en fonction de leur profil, de la segmentation qu'on aura pu faire à partir de différentes données. Des données de transactions parce qu'on ne va pas avoir les mêmes types de donateurs. Il y a des donateurs qui vont être ponctuels, d'autres qui vont être plus récurrents, donc ça ne va pas être les mêmes enjeux. Sur les plus récurrents, on va essayer qu'ils augmentent potentiellement le montant ou qu'ils passent à des petits dons ponctuels. Sur les dons ponctuels, on va essayer de les faire revenir. Et de contacts. Pourquoi de contacts? Parce qu'il y a beaucoup de dons qui font suite à des événements ou à des contacts mail ou à d'autres formes de contacts. Et donc là, le but, ça va être de segmenter un peu les différents types de donateurs pour leur envoyer une newsletter personnalisée. Si on voit que du coup, il y a des donateurs qui sont plus sensibles et qui donnent potentiellement après des événements, on va peut-être leur faire un mail en disant « Ah, il y a un nouvel événement qui va arriver ce mois-ci » parce qu'on sait qu'ils vont être plus sensibles à cette partie-là, par exemple. Et enfin, sur le sujet du reporting, donc là, c'est un sujet classique de reporting pour mieux piloter, on va dire, l'activité, permettre un suivi global de l'activité. Donc là, on va regarder le nombre de donateurs, les nouveaux, ceux qui sont en perte, les inactifs, etc., pour justement aussi essayer de les relancer. On va regarder les différents canaux d'acquisition et un suivi plus détaillé avec là, vraiment le profil des donateurs, leur âge, etc., qui sont les gens finalement qui donnent. Et il analyse aussi de la récurrence des dons, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. C'est des consultants qui travaillent sur ces sujets-là, du coup, qui n'étaient pas les mêmes qui ont fait le chatbot. Donc voilà, c'est vraiment, ça permet de varier aussi les profils qu'on met sur les sujets. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que la data, elle peut être au service de la transformation durable, en tout cas des enjeux environnementaux et sociaux de vraiment plein de façons. Pas que sur le côté environnement auquel on pourrait le plus souvent penser en tout cas. Et donc ça c'était en tout cas un beau cas d'usage qu'on a pu réaliser pour les Restos du Cœur et dont on est assez fiers. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre maintenant, plus tard ou quand vous voulez. Non, on va faire des questions maintenant. Ouais. Je vais en profiter du coup, Jérémy, si tu veux commencer à mettre ton ordinateur, le temps que les gens posent les questions. Ça marche. Et du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais vous passer le micro. Je vous laisse lever la main du coup. Ouais, j'arrive. Je sais pas si je vais donner le micro. On enregistrera après. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je voulais juste savoir s'il y avait en face de vous, au Resto du Cœur, s'il y avait des interlocuteurs spécialisés un petit peu. Alors, il n'y avait pas d'interlocuteurs spécialisés data, ils n'ont pas du tout d'équipe data, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. On était en relation avec la chargée marketing.
Voilà. Merci. Donc le but c'était vraiment de les accompagner de A à Z sur ces sujets-là et de les conseiller au mieux, puisqu'ils n'avaient pas de connaissances data. Désolé. Non, pas grave, ça me fait un peu de sport. Bonsoir, merci beaucoup, c'est très intéressant. Le mécénat de compétences, c'était via une association ou c'était directement C'était directement, ouais. Avec le cabinet? Ouais, c'était directement entre Avisia et les Restos du Cœur. C'est eux qui nous ont contactés, donc on a mis en place cette convention de mécénat entre nous. Je pense qu'ils ont peut-être l'habitude d'en faire aussi avec d'autres entreprises sur d'autres sujets. Et après, on a aussi fait des mécénats de compétences depuis avec d'autres associations, mais pour le coup avec un intermédiaire, notamment Share IT. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Share IT, c'est une association qui met en relation justement des associations avec des besoins IT data et des entreprises spécialisées. Ouais. Et donc je ne connais pas exactement celle-là, mais j'ai entendu parler de Data for Good ou des trucs comme ça. Alors Data for Good, du coup, c'est encore c'est un peu la même chose. C'est du coup une asso qui fait des appels à projets sur des entreprises même ou des associations qui ont besoin d'aide sur la data. Et oui, ils font aussi appel à des bénévoles. On les avait aussi contactés, mais le format de collaboration était plus compliqué, en tout cas par rapport à notre manière de fonctionner aussi en interne, dans le sens où il fallait des gens dispo rapidement, etc., sur des plages qui n'étaient pas forcément adaptées. Donc on s'est tourné vers autre chose. Mais en tout cas, avec les Restos du Cœur, c'était en direct. Ouais. Ok, merci. Écoutez, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la prochaine présentation. Si vous avez d'autres questions, du coup, on verra plutôt à la fin du... général. Charlène.